bonsoir à tous. À la une de ce journal, un nouvel épisode dans la bataille judiciaire entre le port autonome de Douala et le groupement APM Bolloré. La chambre administrative de la Cour suprême vient de rejeter le pourvoi du port autonome de Douala et donne raison à Bolloré au centre de la discorde des irrégularités lors de la procédure de recrutement d'un nouvel opérateur chargé de la gestion du terminal à conteneurs de Douala. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Des attaques des sécessionnistes qui se multiplient dans le chaudron de la crise anglophone. Des convois des autorités administratives subissent des attaques au quotidien et des enseignants qui ont manifesté à Bamenda pour se plaindre d'être des cibles privilégiées des groupes séparatistes à Bamenda sans pour autant bénéficier d'un dispositif sécuritaire important. Au-delà de la mobilisation des forces de défense et de sécurité, quelle est l'équation pour résoudre la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un rebondissement dans le bras de fer qui oppose le groupement APM Bolloré et le port autonome de Douala. La chambre administrative de la Cour suprême a tranché ce mercredi. Elle a rejeté le pouvoir du port autonome de Douala qui avait contesté l'ordonnance du tribunal administratif à Douala, laquelle ordonnance donne raison à Bolloré en suspendant la procédure d'appel d'offres pour la gestion du terminal à conteneurs à Douala. Le groupement APM Bolloré, classé 7e au départ, avait saisi la justice pour dénoncer des irrégularités dans la procédure de recrutement d'un opérateur qualifié pour l'exploitation et la gestion du terminal à conteneurs de Douala. Une entreprise suisse, Terminal Investment Limited, avait été présélectionnée et le président de la République a demandé de surseoir à la signature du contrat pour attendre la décision de la chambre administrative de la Cour suprême, décision qui vient de tomber, donnant raison à Bolloré dans ce bras de fer engagé face au port autonome de Douala. Parlons à présent de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne se passe pas un jour sans que de violents affrontements ne soient enregistrés dans le chaudron de la crise anglophone. Cette fois-ci, c'est un cortège du préfet de la Menchoum qui a été attaqué alors qu'il se rendait à l'installation du sous-préfet dans l'un de ses arrondissements. Il a fallu une réaction énergique des forces de défense et de sécurité. Pour autant, la situation reste préoccupante dans le chaudron de la crise anglophone. Des précisions avec Stella Mbou, Mitterrand Dame et Jean-Paul Chouniat. À quelques kilomètres de l'arrondissement de Benakouma, où se rend le préfet du Menchoum, son cortège essuie des tirs des sécessionnistes. Une attaque qui a fait un mort et 5 blessés de part et d'autre. On peut décoller? C'est bon, Alpha. Bravant obstacle sur une route ravinée par les eaux de pluie, le préfet Abdoulaye Ali et sa suite découvrent une localité déserte, les habitants ayant fui les combats entre l'armée et les séparatistes. Loin d'une place de fête envahie par des hautes herbes, le nouveau sous-préfet du coin prend fonction à l'esplanade de l'hôtel de ville de Benakouma, un des 4 arrondissements de Menchoum, sans population depuis le déclenchement de la crise au sud-ouest et au nord-ouest. Déployer le dispositif sécuritaire n'est pas facile, vous l'avez vous-même vu. Nous exhortons le nouveau sous-préfet à travailler avec les forces de défense, les élites, les chefs traditionnels et les chefs religieux. Le patron du département lance surtout un appel aux populations réfugiées en forêt depuis 2016. De même, nous exhortons les populations à sortir des brousses et venir développer leur village. Dans ce climat d'insécurité, les bureaux et la résidence du sous-préfet ayant été incendiés, la tâche s'annonce déjà difficile pour le nouveau sous-préfet, Fomla Fontia Aziz, sans bureau ni domicile, à la veille du double scrutin de février 2020.
Alors que les autorités administratives bénéficient d'un renforcement du dispositif sécuritaire, des enseignants essuient des attaques et des agressions chaque jour provenant de ces groupes armés séparatistes. Leur volonté de dispenser le savoir est confrontée au terrorisme qui crée la psychose. Dans un tel climat, ils ont déserté les amphithéâtres pour manifester contre le manque de considération de leur situation sécuritaire préoccupante à Bamenda. Et durant cette même journée, ce sont des avocats d'expression anglaise qui ont manifesté à Bamenda contre les incohérences d'un projet de loi portant promotion du bilinguisme au Cameroun. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. Sans robe, ils sont des dizaines à Hope Station, le quartier administratif de Bamenda dans la région du Nord-Ouest. De manière symbolique, les avocats se sont retrouvés ici en sitting. Ils protestent contre le projet de loi portant promotion du bilinguisme, texte en examen à l'Assemblée nationale. Nous avons pris connaissance de ce texte. En son article 26, la loi dispose que la justice peut être rendue dans n'importe laquelle de langues officielles. Cela signifie que dans les juridictions de la common law, les magistrats peuvent juger les personnes en français et en anglais dans les juridictions relevant du code civil. Et cela nous ramène à l'une des causes du mécontentement des anglophones en 2016 parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas correctement jugés. Justice was not being delivered. Concrètement, les avocats du Nord-Ouest, où s'applique la common law d'inspiration anglo-saxonne, craignent que la loi, si elle est adoptée, amène les magistrats francophones à juger les anglophones en français, accentuant ainsi les risques de biaiser la qualité du jugement. So we say we cannot stand by. Nous avons estimé que nous ne serons restés indifférents face à une atteinte aussi grave à la justice. Il s'agit d'une mobilisation afin d'interpeller le gouvernement. L'une des recommandations du récent dialogue national, le projet de loi que Relais visait, d'après les explications du gouvernement, à renforcer le bilinguisme, notamment dans l'administration publique. À l'université de Bamenda, le campus est resté désert. C'est le début de 2 jours de grève également chez les enseignants. Ils reprochent au gouvernement de n'avoir pas tenu ses promesses à propos du renforcement des mesures de sécurité au sein du campus de Bambili et ses environs. Initialement prévue du 21 au 22 novembre dernier, la grève avait été reportée après une réunion avec le gouverneur de la région du Nord-Ouest. La réactivation du mot d'ordre de grève est due à un nouvel enlèvement d'un enseignant aux encablures du campus universitaire. Et le cardinal Christian Toumi a rencontré le Premier ministre dans ses services ce mercredi à Yaoundé après une campagne d'explication de recommandations du grand dialogue national dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le cardinal Christian Toumi a fait le point sur la situation sociopolitique à Joseph Diongouté, chef du gouvernement. Ce soir, c'est un coup de projecteur sur l'hôpital de district de Ngoumou, c'est dans la région du centre. Cette formation sanitaire peine à offrir des soins médicaux de qualité aux populations. Le personnel soignant, se heurte à la vétusté du plateau technique. À cela s'ajoute la décrépitude des bâtiments qui illustre le manque d'attention et de considération de la part des pouvoirs publics. Emmanuel Diop et Marcelin Gansap. À première vue, l'on se croirait dans un garage. Que non, nous sommes bel et bien dans l'enceinte de l'hôpital de district de Ngoumou. Une structure vieillissante, logée dans un vaste camp, sans clôture et prise en otage par une insalubrité criarde. Oui, l'hôpital de district de Ngoumou est un grand malade. C'est une structure de santé qui a fait son temps et qui souffre. Donc, elle souffre dans toutes ses articulations. Presque tous les services ont des problèmes, mais je pense que ce sont des problèmes qui sont inhérents à toutes les structures de santé qui sont de 4e catégorie. Petite balade dans quelques services en compagnie du sous-préfet de la localité. Arrêt à la maternité où l'essentiel des équipements relève d'une autre époque. Par exemple, le matériel est déjà vieux. Si on peut les remplacer, ça nous apportera de grands bienfaits afin de suivre les femmes normalement comme il le faut. Quand vous regardez tout autour de la maternité, par exemple, une table chauffante, nous n'en avons pas. Il manque des couveuses pour accueillir des nouveau-nés de petits poids et prématurés. Un des grands problèmes que connaît cet hôpital, c'est le délestage régulier qui prive cette structure sanitaire de l'énergie électrique
Ici, au laboratoire, les appareils tombent constamment en panne. À cause de l'énergie qui n'est pas stable, les appareils s'abîment. Vous allez voir le compteur pour la numération formule sanguine tombe en panne chaque fois. Quand c'est branché, le courant s'en va et quand il faut reprendre, ça grille presque tout. Heureusement qu'il existe un groupe électrogène qui tourne de temps en temps pour éviter la paralysie totale. Il y a le groupe, mais même aussi pour le carburant, ce n'est pas toujours facile. Donc c'est le problème de carburant au niveau du groupe. Ce qui fait que lorsqu'il n'y a pas assez d'activité, bon, le groupe est en arrêt. Et lorsqu'il y a certaines activités, on relance le groupe. Le rationnement en eau est facilité par l'installation d'un forage, mais son fonctionnement est encore problématique. Bon, nous utilisons encore manuellement le forage, mais si on mettait un château et qu'on distribuait de l'eau dans tous les services, ça serait encore quelque chose de très bien. Parce que là présentement, tous les tuyaux sont déjà usés et gâtés. Donc il n'y a pas la possibilité d'avoir l'eau dans différents services. Qu'est-ce qu'on fait? On vient puiser On vient puiser avec les seaux, on transporte pour différents usages. En dépit de ces difficultés que le nouveau sous-préfet de Ngoumou a touché du doigt, le personnel soignant se bat tant bien que mal pour soulager les souffrances des populations. Nous nous sommes donné la mission telle que notre hiérarchie nous l'a demandé de donner des soins de qualité. Nous allons utiliser les moyens que nous trouvons sur place pour y arriver, en espérant que nos demandes faites à la hiérarchie vont aboutir le plus vite possible. Quand on saisit la hiérarchie, on ne peut qu'attendre. Donc nous attendons. L'hôpital de district de Ngoumou est donc un malade qui a besoin de soins appropriés et dans l'urgence. Le nouveau directeur, en poste depuis seulement 2 mois et demi, lorgne constamment du côté de Yaoundé dans l'attente de bonnes nouvelles. La réhabilitation et l'équipement de cet hôpital s'imposent. Dans ce chapitre santé, comment expliquer la résurgence de l'épidémie de rougeole dans les principales villes du Cameroun? Des médecins pointent un doigt accusateur sur l'afflux des réfugiés et surtout l'ignorance de certains parents sur l'importance du vaccin à administrer à leur progéniture. Du coup, de nombreux cas déclarés de rougeole sont enregistrés dans les hôpitaux au Cameroun, notamment dans la ville de Douala. Comment les enfants contractent-ils la rougeole? Quels sont les symptômes? Comment prévenir cette maladie? Explication avec Equa Claude et Nadine Yambou. Ennemi invisible chez l'enfant, la rougeole figure parmi les maladies les plus contagieuses pouvant provoquer des défaillances graves des organes vitaux. C'est une maladie virale qui est causée par un virus qui se manifeste 10 à 14 jours après contact d'une personne malade. Les premiers symptômes sont la plupart du temps la toux, la fièvre, les éruptions cutanées rouges sur tout le corps, les narines qui coulent. Le fait que l'enfant soit très mal en point, avec des fièvres allant au-delà de 40, ça affaiblit le taux d'immunité et l'enfant peut se retrouver à décéder par excès de fièvre, d'infections opportunistes qui viendront après pour l'anéantir. Plusieurs facteurs, selon des médecins, favorisent la résurgence de la rougeole au Cameroun. La réticence de certains parents à faire vacciner leurs enfants et le flux important des personnes qui entrent sur le territoire camerounais. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui coulent au niveau de l'Internet qui font en sorte que les parents refusent de vacciner leurs enfants. Et nous sommes actuellement dans un pays où les barrières sont poreuses, c'est-à-dire les barrières frontières. Donc tous les autres pays peuvent facilement entrer. Et le contact avec des pays qui peut-être n'ont pas mis sur pied un bon programme de vaccination comme le Cameroun fait en sorte qu'on se retrouve exposé à ce genre de pathologie. Pour les enfants qui vont à l'école, les médecins recommandent comme mesure préventive la mise en quarantaine des élèves. Il faudrait que les écoles sachent que l'éviction scolaire devrait se faire. Lorsqu'on découvre qu'un enfant a des éruptions cutanées, avec des fièvres, des narines qui coulent, les yeux larmoyants, il devrait dire aux parents que l'enfant ne devrait pas venir à l'école, mais aller plutôt dans une formation sanitaire environnante pour éviter de contaminer les camarades de classe. Pour lutter contre l'épidémie de rougeole, la vaccination est la seule arme. Les parents n'ont pas de quoi s'inquiéter car le vaccin administré durant cette campagne de vaccination à travers le pays est sans effet secondaire. C'est simple, c'est juste une injection. Et l'injection est composée
du virus atténué, qui n'a pas aucune conséquence dans l'organisme, il n'a aucune réaction dans l'organisme. Il a vraiment été vérifié par notre ministère et ce n'est pas qu'on donne des choses qu'on ne connaît pas. Le vaccin rougeole rubéole en fait est bien toléré par les enfants. On peut avoir peut-être une fièvre et des rougeurs sur la peau suite à l'injection, mais il est sans danger. L'épidémie de rougeole qui sévit actuellement au Cameroun touche de plein fouet la région du littoral. Plusieurs districts de santé sont concernés. Au district de santé de Mbangué dans le 5e arrondissement, 13 cas suspects ont déjà été enregistrés et un cas confirmé. Bon à savoir, la vaccination permet donc de se prémunir contre la maladie, mais aussi protéger les autres. De l'actualité, le quotidien des personnes handicapées est de plus en plus difficile au Cameroun. Il est davantage pour les femmes handicapées. Vous allez le voir dans ce reportage d'Andingagnou et Isabelle Carole Zoupet, comment des femmes en situation de handicap ont été rejetées par leur famille, exclues dans la société, notamment dans les zones rurales. Reportage. Réunis au centre social de Bafang, dans la région de l'Ouest, à l'occasion de la journée qui leur est consacrée, les personnes vivant en situation de handicap de cette localité égrènent le chapelet de difficultés auxquelles elles font face. Bon, généralement, ce n'est pas aussi bien facile pour moi. Je suis traité de tout. On me taxe parfois de sorcier, on me taxe de menteur, on me taxe d'escroc. Je ne suis pas née avec le handicap. C'est le Kinimax qui m'a rendue handicapée. J'ai été à l'école et à un niveau, je n'ai pas pu continuer. Au courant de ma vie, je n'ai pas eu un emploi, quelque chose que je pouvais faire pour m'encadrer. Je me suis engagée dans une liaison qui n'est pas arrivée au mariage avec un monsieur qui m'a fait des enfants. Et puis il m'a abandonnée avec ces enfants-là. Je n'ai pas de mari. Même un homme qui m'accoste, il ne fait que me grossir et il s'enfuit. Je suis les enfants seuls. Une occasion pour ces personnes à mobilité réduite, dont le quotidien est un véritable parcours de combattants, de faire valoir leurs compétences et d'inviter les personnes en situation de handicap comme elles à braver préjugés, discrimination, regard des autres, bref, à surmonter leur handicap pour une meilleure insertion sociale. Ce que je fais pour encadrer mes enfants, il y a ce sac macramé que j'ai appris. Il y a une association des aveugles du Cameroun qui est venue à Bafang pour aider les handicapés à sortir, à surmonter leur handicap. Ils nous ont donc appris à fabriquer les sacs que vous voyez là. Bon, moi, je fabrique et j'en vends. C'est avec ça que je peux être autonome. Malgré les multiples actions menées par les autorités pour améliorer les conditions de vie des handicapés, beaucoup reste encore à faire pour leur permettre de jouir pleinement de leurs droits et de leurs devoirs. L'insalubrité gagne du terrain dans la ville de Bertois, dans la région de l'Est. Et pour cause, l'entreprise en charge du ramassage des ordures réclame des mois d'impayés à la communauté urbaine de Bertois. Incapable d'éponger la dette, la communauté qui vient de fixer son budget à plus de 2 milliards de francs CFA entend éponger et résoudre ce problème d'ici 2020. D'autres précisions avec Benjamin Essam. La ville de Bertois dégage une forte odeur d'insalubrité. Il y a maintenant plusieurs mois que la société Isacam, partenaire de la communauté urbaine, n'arrive plus à remplir son cahier de charges. La société a des arriérés qui ne lui sont pas payés et elle est butée. La société est butée au fait qu'elle-même n'arrive pas à payer certaines factures, notamment des factures de carburant, notamment des factures de réparation de leur parc d'automobiles. Et pour toutes ces raisons-là, leur capacité à intervenir sur le terrain se réduit. Il m'est d'ailleurs revenu par le chef d'agence qu'ils accusent des retards et des arriérés de salaire. Toutes ces difficultés à cause des tensions de trésorerie que rencontre la communauté, incapable à son tour de payer la facture. Nous accusons des retards de paiement. C'est-à-dire que la communauté accuse des retards de paiement, des dettes vis-à-vis de cette société, tout comme l'État accuse aussi des retards de paiement.
C'est dans ce contexte compliqué que la communauté urbaine de Bertoua vient de voter son budget 2020 arrimé au budget programme 2020-2022, une enveloppe de 2,21 milliards de francs en nette augmentation. Il a augmenté d'à peu près 125 millions. Ça, c'est simplement parce que nous pensons que nous maîtrisons de plus en plus les circuits de collecte de nos recettes. Et que nous avons beaucoup d'interpellations aussi. C'était cité, il y a beaucoup de choses à faire. C'est tout à fait normal d'année en année parce que les besoins augmentent. Ce budget devra s'exécuter en toute sérénité et les priorités tournent autour des projets socio-économiques viables. À propos du budget programme, c'est un ensemble d'innovations qui permettront d'atteindre des résultats concrets. Au plan de la présentation, aujourd'hui le budget est voté en autorisation d'engagement et en crédit de paiement pour justement faciliter l'exécution ou alors la réalisation des projets pluriannuels. Le budget programme vient également avec un certain nombre de documents ou alors des documents qui nous permettent tout au moins de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Les grands conseillers dont c'est la dernière rencontre ont salué le niveau d'avancement du projet CD2, capitale régionale. Joue-t-il encore le rôle de quatrième pouvoir au Cameroun? La question intéresse les professionnels des médias au regard des critiques que subissent les journalistes accusés d'avoir pris des libertés avec les sacros principes déontologiques qui encadrent l'exercice de la profession. Pour disséquer ce mal qui gangrène la profession des journalistes, les journées citoyennes de la presse sont annoncées à Yaoundé. Nous y reviendrons. À l'initiative de la communauté Mpo, prôner la paix et la fraternité au Cameroun est le thème retenu à l'occasion de la nouvelle édition du festival culturel de la communauté Mpo qui se tiendra d'ici le 5 au 15 décembre prochain. Le comité d'organisation porté par l'ensemble des patriarches de cette communauté s'est retrouvé à Douala en vue d'échanger, de rassurer les fils et les filles sur la tenue de cette rencontre culturelle et traditionnelle. La paix et la fraternité devant accompagner cet événement et les activités connexes à EDEA a donné à ceux-ci l'occasion de se justifier sur le choix de la thématique et de donner les articulations de ce programme. Je vous propose d'écouter Jean-Paul Iom, président du comité d'organisation du festival Mpo. Je crois que c'est déjà la thématique que j'évoquais tout à l'heure, la paix et la fraternité, qui sont le prolongement d'un processus qui a commencé il y a environ 4 années, où nous célébrons toujours à chaque fois ces valeurs qui caractérisent notre famille, la paix, la solidarité et le partage. Cette année, nous voulons tendre la main à nos jeunes pour leur indiquer la voie la plus appropriée pour pouvoir être libre, parce qu'on ne peut avoir la liberté que si on a du travail. S'agissant des femmes, un genre qui est célébré à travers la reine de la grotte. L'esthétique chez les Européens peut être très affirmée. Mais en même temps, c'est les femmes qui sont les gardiennes de la tradition. Dans l'escale internationale, au Gabon, Brice Lacruche Alianga, qui était jusqu'ici ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo, a été interpellé dans le cadre d'une enquête anti-corruption. 2 ministres considérés comme proches de l'ancien directeur de cabinet ont eux aussi été interpellés et auditionnés. D'anciens directeurs généraux d'entreprises publiques et au cadre d'entreprises publiques au Gabon font partie des personnes interpellées dans le cadre d'une enquête anticorruption qui se déroule depuis plusieurs semaines au Gabon. On fait le point avec Gladys Sidier. Écarté définitivement du gouvernement, lundi soir, lors d'un remaniement, l'ex-directeur de campagne de Ali Bongo a été interpellé mardi matin. La vaste opération anticorruption lancée récemment au Gabon a rattrapé Brice Lacruche Alianga, qui avait déjà vu 20 de ses proches interpellés pour détournement présumé de fonds publics dans le cadre de cette affaire baptisée Scorpion. Les avocats de Lacruche Alianga dénoncent une chasse aux sorcières.
Selon eux, les dossiers ne sont pas consistants. Ils évoquent aussi une violation des droits de leurs clients, affirmant qu'il n'a même pas été informé des motifs de son arrestation. Du côté de la présidence, on appelle à dépolitiser l'enquête. Mardi matin, la police gabonaise a également arrêté 2 anciens ministres limogés la veille. Il s'agit de Tony Ondomba, ex-ministre de l'énergie, et de Noël Mbumba, qui détenait le portefeuille très convoité du pétrole. L'ancien porte-parole de la présidence, Aek Ngoni, considéré comme le bras droit de la cruche Alianga, a été placé en détention provisoire. Il est accusé de complicité de détournement de fonds. En tout, et sans compter les interpellations de mardi matin, il y a 13 personnes placées sous mandat de dépôt depuis le début de l'opération anticorruption lancée au Gabon. Aux travailleurs valeureux, la patrie reconnaissante, 11 employés de la pharmacie de Douala viennent d'être décorés de 12 médailles en vermeil et en argent pour leur abnégation et leur dévouement dans leur travail. La cérémonie a été présidée par le préfet du Vouri. Reportage. Des banquets de la maison du combattant, paré de ses plus belles couleurs et plein à craquer, des personnels de la pharmacie de Douala sont récompensés pour le travail bien fait. 12 médailles au total, vermeil et argent confondus, apposées sur leur poitrine pour leur abnégation et dévouement dans leurs tâches au quotidien. Depuis plus d'une dizaine d'années. Je commence d'abord à remercier la pharmacie de Douala, ma patronne Fatima Toupoumier, docteur Fatima Toupoumier. Et vraiment, je suis ému. Il y a des mots qui me manquent. Sur les 11 récipiendaires, 2 marquent les attentions. 2 doubles médaillés en vermeil et en argent. En premier, la promotrice de la pharmacie de Douala et une employée. Et comme je disais tout à l'heure, ça m'a valu aussi la médaille de chevalier d'abord de l'Ordre national de la valeur et d'officier de l'Ordre national de la valeur. Donc c'est la reconnaissance de la nation. Et aujourd'hui, je reçois la médaille d'argent, de vermeil, en signe de reconnaissance de nombreuses années de services rendus au public. Là, vraiment, être là toujours à l'écoute des malades et les suivre, les conseiller, parfois prescrire. C'est ça qui fait le travail. C'est bien. La fin est toujours très très joyeuse. Mais nous remercions notre patronne, Mme Fatima Toupoumier. Nous sommes très fiers aujourd'hui et elle a l'honneur. Et nous aussi. Et du reste, les 9 autres récipiendaires se voient épinglés sur la poitrine, qui une médaille en argent ou en vermeil. La patronne de la pharmacie de Douala encourage tous ses employés à continuer à travailler avec ardeur pour mériter davantage, chacun à son tour le moment venu. Le secret, c'est d'avoir la politique du bâton et de la carotte. C'est-à-dire que quand il faut, on rigole avec le personnel. Et quand il le faut, on est sérieux. Parce que notre métier, c'est un métier qui demande à être sérieux, à être rigoureux, à être disponible. Président cette cérémonie de décoration, le préfet du Vouri recommande aux bénéficiaires et à tout le personnel de la pharmacie de Douala d'avoir un sens élevé pour le travail. Ce n'est pas le travail que l'homme s'est érigé au fil des temps, maître et possesseur de la nature. De cette évolution, le travail, où il a servi, est devenu salutaire pour l'homme. Et Victor Hugo disait que c'est lui qui éloigne justement la vie, le besoin et la vie. Donc, ceci qu'à cela contribue justement à votre épanouissement. Créée en 1994, la pharmacie de Douala est réputée au Cameroun pour la qualité des services aux clients et la disponibilité en continu des médicaments, parfois les plus rares dans les officines de santé. J'ai toujours dit à mon personnel, un client ne doit pas sortir de l'officine sans avoir satisfaction. Si un client arrive à la pharmacie et veut un produit, faites tout et tout. Nous sommes 6 pharmaciens à la pharmacie de Douala, donc c'est pour trouver des solutions, coûte que vaille, et des médicaments de bonne qualité surtout, pour servir à la population. Cumulant plus de 25 ans d'expérience au service de la population, la pharmacie de Douala nourrit de nombreux projets pour davantage satisfaire sa clientèle. Longtemps victime des affres de la secte Boko Haram, la localité de Doublé, située dans le département de Mayo-Sava, reprend vie. Ils ont bénéficié de lampadaires solaires et des bancs publics, fruits du programme d'appui à l'initiative communautaire en partenariat avec l'association des jeunes femmes de Mora. Reportage.
La localité de Doublé dans l'arrondissement de Mora se met désormais au solaire. Bien connu pour ses activités commerciales très prospères, ce village qui est situé sur la nationale numéro 1 est le trait d'union entre Maroua et Kousséri passant par la ville de Mora et regorge une population estimée à 7800 âmes. Secoué par l'insécurité depuis 2014, Doublé a vu son tissu économique et social détruit, plongeant la ville dans le noir. Pour le problème de la lumière, nous souffrons beaucoup. Avant, il y avait le marché dans notre village de jour comme de nuit. Mais depuis que nous sommes plongés dans le noir, même la circulation s'est arrêtée. Doublé reprend aujourd'hui progressivement goût à la vie. Une accalmie marquée par le retour des déplacés internes. Et c'est pour accompagner ce processus de stabilisation que le programme d'appui à l'initiative communautaire PAIC, en partenariat avec l'association de jeunes femmes de Mora à Djefmo, a installé 20 lampadaires solaires avec des bancs publics pour permettre aux populations d'exercer les activités économiques de jour comme de nuit. Nous sommes contacts, nous des jeunes de Doublé. Nous pouvons prendre des marchandises jusqu'à minuit. Et nous sommes très contents. Quand il y a la lumière, même dans la nuit, on va toujours vendre nos marchandises. Les camions peuvent s'arrêter, les gâteaux, les biscuits, on va vendre sans problème. Au sein de la population, ce projet a accueilli avec joie et satisfaction. Vraiment, nous sommes très contents. Avant, à 18h, tout le monde sont déjà dans la maison. Mais maintenant, là, jusqu'à 22h, nous sommes sur la route et on fait notre marché correctement. Bon, les boutiques avant sont fermées. Bon, les boutiques sont déjà commencées à ouvrir. Bon, même les enfants qui vendent leurs gâteaux et les petites choses, lèvres, tout ça, là, les enfants vendent déjà. Vraiment, depuis ce qu'on nous a donné, ces lampadaires, nous évoluons toujours. Ce n'est plus comme avant. Les matins comme les soirs, les femmes, les hommes et les jeunes s'activent dans leur petit commerce. Les passagers à bord de bus qui font escale dans la localité s'approvisionnent comme par le passé. Bref, les activités ont repris leur envol à Doublé et cela fait la fierté de toute la zone car les habitants de différents villages viennent ici pour vendre leurs marchandises et acheter des produits de première nécessité à bon prix. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Affaire PAD, port autonome de Douala, APM Bolloré, la chambre administrative de la Cour suprême a tranché. Elle a rejeté le pourvoi du port autonome de Douala qui avait contesté la décision du tribunal administratif à Douala, laquelle ordonnance, décision du tribunal administratif, avait annulé la procédure de sélection d'un nouvel opérateur pour la gestion du terminal à conteneurs, donnant ainsi raison au groupement APM Bolloré. Vous le savez, qui avait saisi le président de la République pour contester cette procédure de sélection et de recrutement d'un nouvel opérateur pour la gestion du terminal à conteneurs de Douala. Le président de la République avait demandé de surseoir à la signature du contrat avec une entreprise suisse en attendant la décision de la chambre administrative, laquelle vient de tomber, donnant ainsi raison à Bolloré. C'est Jala. Attaque ciblée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les autorités administratives et les enseignants sont visés. Cependant, vous l'avez observé, il y a un dispositif sécuritaire impressionnant qui accompagne les autorités administratives, notamment dans la Menchoum, là où des attaques ont été enregistrées lors d'un convoi du préfet qui se rendait dans l'un des arrondissements pour l'installation du sous-préfet. Cependant, les enseignants qui ont appelé les autorités administratives à renforcer la sécurité sur le campus de l'université de Bamenda n'ont rien vu jusqu'ici. Après l'enlèvement de l'un de leurs collègues, ils ont déserté les amphithéâtres pour manifester contre le manque de considération sur leur situation sécuritaire hautement préoccupante à Bamenda.
Fin de cette partie, c'est donc, madame, monsieur, l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.